Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Maharaja. Maharaja qui est un jeu qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui a été créé par le Kiesling et Kramer, donc la paire d'auteurs légendaires, Tikal, Java, etc. Qui a fait à l'époque Maharaja, qui va être réédité par Cranio Édition, qui va être d'ailleurs présenté en Kickstarter. Et donc, à l'époque, en 2004, il a été nominé au Spiel des Jahres. On n'est pas Kramer et Kiesling pour rien. Et donc, ça va être édité en Kickstarter bientôt. À l'heure qu'il est, où je fais cette vidéo, on est toujours en confinement. J'espère qu'à l'heure où vous l'écouterez, on ne le sera plus. Peut-être qu'on le sera encore. Mais bref, on est en confinement. Donc, l'éditeur s'excuse vraiment très fort. Mais voilà, les sociétés autour en Italie sont certainement très fortement impactés, donc ils ont eu du mal à confectionner ce proto, et donc c'est un proto avec un matériel vraiment très prototype, hein. Donc vous voyez ici, ce sont des feuilles A4 qui sont assemblées avec le plateau qui a été imprimé dessus. Le matériel, c'est des feuilles, c'est des petits cartons, enfin ce n'est rien de folichon. Il faut évidemment, comme dans tout proto, pas s'arrêter à ça, mais ici encore plus parce qu'ils ont vraiment pu faire très peu de choses. Donc voilà, ne vous arrêtez surtout pas à cet aspect de ce prototype. Donc un jeu qui va bientôt, un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée de 90 minutes, un jeu principalement de choix simultané d'action et de majorité, que je vais vous expliquer tout de suite, un jeu qui dure donc 90 minutes et qui va donc être réédité via Kickstarter dans les prochains jours ou semaines. Alors comment est-ce qu'on joue à Maharaja? D'abord, on est des prêtres, on va visiter les différentes villes et on va construire des statues et des sanctuaires. On commence le jeu par de la mise en place. Lors de la mise en place, on va mettre notre prêtre au centre, il n'y a rien du tout de construit, donc le plateau sinon est totalement vierge. Alors, les joueurs, avant le début de la partie, donc ils ont chacun comme vous le voyez ici, un plateau personnel. Et donc, les joueurs vont devoir sélectionner un personnage. Donc, il y a 7 personnages. Donc, il y a 7 personnages disponibles. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là, comme ça. Donc, il y a 7 personnages disponibles pour la partie. Et on tire au hasard le premier joueur. Et le premier joueur va choisir un personnage et va le mettre sur son plateau personnel. Les autres joueurs vont faire de même. Et puis on lance la partie. Donc chaque joueur a une roue d'action, a 7 statues, donc c'est des belles petites statues comme ceci. Donc ça c'est encore joli, je trouve, pour un proto soi-disant mal foutu. Les statues sont assez jolies. Je vais vous montrer la statue jaune ici, comme ça vous voyez aussi à quoi ça ressemble. Donc c'est pas mal du tout. Elles sont bien dessinées, elles sont encore mignonnes. Mais sinon, donc, chaque joueur a 7 statues, commence avec 3 argent, 3 points de victoire, parce qu'on pourrait les dépenser selon certaines actions. Donc, un caractère, un personnage qui va lui donner un pouvoir, mais qui ne va pas que lui donner un pouvoir, qui va aussi lui donner un numéro. Et le numéro, ça va lui donner son numéro d'ordre dans le tour, quoi, du plus petit au plus grand. Donc, il va commencer avec 8 sanctuaires dans son stock. Et lors de la mise en place, chacun à son tour va placer un sanctuaire pour que chaque joueur ait placé 4 sanctuaires sur le plateau principal. Je vais vous expliquer après comment on les place. Et donc, chaque joueur commence avec 4 sanctuaires dans son stock et un stock commun de sanctuaires. Donc, vous voyez, les sanctuaires, c'est vraiment des petits trucs en carton. Et donc, un stock général. Et donc, il va devoir approvisionner son stock personnel s'il veut construire ses sanctuaires. Donc, voilà, ça, c'est la mise en place. Chacun gagne un personnage, chacun a un peu d'argent, un petit peu pardon, on ne commence pas avec 3 argent, on commence avec 15 argent, je me suis trompé. Donc, et puis on lance la partie. Alors, la partie, elle se joue en 7 tours. Donc, vous les voyez ici sur le plateau, hein, les 7 tours. En fait, elle se joue pas tout à fait en 7 choses, c'est-à-dire qu'elle se termine après 7 tours de jeu
ou si un joueur a construit ces 7 sanctuaires. Alors on termine le tour et c'est la fin du jeu. Je vais te dire, dans la majorité de vos parties, vous allez faire ça durant 7 tours parce que c'est pas évident de construire vos 7 sanctuaires en moins de 7 tours. Mais bon, c'est possible. Pardon, 7 statues, hein, pas 7 sanctuaires. Donc voilà, donc les statues, je vous rappelle, c'est ceci. Et les sanctuaires, c'est des petits carrés comme ça. Donc voilà, 7 tours de jeu ou 7 statues et c'est la fin du jeu. Alors chaque tour de jeu commence toujours par la même chose, c'est-à-dire que vous avez la piste de visite du Maharaja et on prend le premier village, ici le village bleu, et on le place sur le 1. C'est-à-dire que le Maharaja va visiter cette ville-là. En l'occurrence, vous la voyez, elle est là. Donc, c'est cette ville-là. On revoit le symbole bleu et on y place le Maharaja que vous voyez ici. Donc, le Maharaja, on place... Et donc, ça veut dire que à ce tour-ci, il y aura un décompte de majorité dans cette ville-là. Ça ne va pas changer. Donc, il y a un petit peu, je vais dire, d'incertitude dans les phases supplémentaires. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'il y a des côtés un petit peu incertains dans le jeu, mais ça, c'est sûr et certain. Le Maharaja, on sait dans quelle ville il va, et il y va, et il y reste jusqu'à la fin du tour. À noter que autre certitude, enfin quasi-certitude, on va dire, je vous expliquerai après, mais autre certitude, vous connaissez les autres villes où il va aller. Il va aller dans chaque ville, en fait, du jeu, et vous connaissez leur ordre. Il va aller d'abord dans l'orange, puis la rose, etc. Donc, vous savez qu'à ce tour-ci, il est maintenant à la bleue, et qu'au tour d'après, il va se déplacer dans l'orange. Ensuite, chaque joueur va prendre sa roue d'action, donc ça, c'est la roue d'action, va prendre sa roue d'action et va sélectionner les 2 actions simultanément avec les autres joueurs, donc personne ne sait les actions qu'on va choisir, va sélectionner 2 actions. Il peut sélectionner s'il veut 2 fois la même action ou 2 actions différentes, comme il veut. Donc chaque joueur décide, tous les joueurs le placent face cachée, et le premier joueur commence et il montre et il exécute ces 2 actions. Donc il va exécuter ces actions sans connaître les actions des autres joueurs. Donc ça, c'est le côté incertain, évidemment. Et je dirais, dans l'absolu, dans un jeu de majorité tel que Maharaja, il vaut mieux être dernier que premier. Parce que le premier, il ne sait pas ce que les autres vont faire. Et donc, pour un jeu de majorité, il vaut mieux être tout derrière pour pouvoir prendre les majorités où il sait les prendre et pas essayer de les gagner où il ne sait pas les prendre. Donc pour ça, ça amplifie un peu le choix des personnages, hein, puisque je vais vous montrer les personnages ici. J'y reviendrai encore plus loin dans la vidéo, mais les personnages, je vous dis, ont un numéro. Donc si celui qui choisira le personnage numéro 6, il sait qu'il passera avant celui qui choisira le 11, qui passera avant celui qui choisira le 18. Mais en plus, le pouvoir des personnages, eh bien, il va aussi un petit peu crescendo. Souvent, bon, ça peut se discuter, hein, mais souvent, les pouvoirs des personnages les plus faibles sont plus faibles que les pouvoirs des personnages les plus élevés. Donc vous avez quand même un double intérêt à choisir les personnages plutôt élevés que les personnages faibles. Donc, puisque vous allez passer derrière les autres dans le jeu de majorité, et donc les autres vont jouer leurs actions sans connaître les vôtres, vous aurez choisi vos actions sans connaître le choix des adversaires, mais eux vont en plus les exécuter sans connaître les vôtres. Alors, je vais vous expliquer maintenant chaque action possible. Hein. Donc, on commence, je vous dis, un tour par le Maharaja qui va à un endroit, et puis les joueurs sélectionnent leur action, et puis le premier fait des actions. Alors, ça fait peur comme ça. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 9 actions différentes. On se dit, oulala, c'est quoi toutes ces actions? Mais en fait, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Hein. Donc, je vais vous expliquer maintenant 4 actions différentes qui se ressemblent toutes. C'est la première, c'est celle-là. Ouais, celle-là. C'est construire une statue. Ça, c'est construire une statue avec un coût réduit de 2 sous. Ici, c'est construire une statue et construire un sanctuaire. Là,
c'est construire 2 sanctuaires, dont un des 2 doit être dans une ville. Et là, c'est construire un seul sanctuaire avec un coût réduit de 1. Donc je vais vous expliquer ces 4 actions. Sanctuaire, construire un sanctuaire et construire une statue. Hein, c'est ces 2 actions, mais réparties en 4 actions différentes. Donc, si vous construisez un sanctuaire, oula, j'espère que j'ai rien fait de mal, voilà. Donc, si vous construisez un sanctuaire, les sanctuaires, je vous rappelle, ce sont ces petits trucs, hein, donc j'imagine qu'ils vont être sérieusement améliorés lors de la version KS. Donc, vous pouvez construire un sanctuaire où vous voulez le long des routes. Donc, dans les villages, hein, ça ce sont des villages, le long des routes, et ça ce sont des villes. Donc, vous pouvez construire où vous voulez, et pour construire un sanctuaire, ça vous coûte 1 sou, et vous placez le sanctuaire là. Il y a une petite règle, pour 2 joueurs, chaque village ne peut contenir qu'un seul sanctuaire. À partir de 3 joueurs, chaque village peut en contenir 2, mais de joueurs différents. Donc, vous pouvez construire où vous voulez, dans le village que vous voulez, donc vous construisez vos sanctuaires comme vous le voulez, quand vous faites l'action en sanctuaire, et ça vous coûte 1 sou à chaque fois que vous construisez un sanctuaire. Si par contre vous voulez construire un sanctuaire dans une ville ou une statue, donc une statue c'est toujours dans une ville et un sanctuaire ça peut être le long des villages, et là c'est où vous voulez, ou dans une ville. Si c'est dans une ville, vous voyez c'est ici, c'est sur le pourtour de la ville, vous devez avoir votre prêtre, doit être dans cette ville. Donc, quelles sont les règles de mouvement de votre prêtre? Eh bien, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas de nombre de mouvements. Donc, un prêtre peut aller où il veut sur le terrain, mais il ne peut passer que par des villes où il y a au moins un sanctuaire. Donc, s'il n'y a pas de sanctuaire ici et qu'il veut faire ça, il doit, lors de ces actions, avoir prévu de construire un sanctuaire, comme ça il l'a construit là, il paye 1 sou et il passe comme ça. Donc il doit passer par des villages où il y a un sanctuaire. Il ne peut pas passer par exemple ici, il n'y a pas de village, hein, mais il n'est pas obligé de passer par là. Il pourrait par exemple passer comme ça pour arriver dans cette ville-là, s'il veut aller dans cette ville-là. Mais il doit passer où il y a des... Et à chaque fois qu'il y a un sanctuaire adverse, il doit lui payer 1 sou. Donc ici, vert, il passe ici, il ne doit pas payer de sous puisque c'est chez lui. Là, c'est chez jaune, il paye 1 sou à jaune, et puis il arrive là. Et là, il va pouvoir construire ce qu'il veut construire. Donc, s'il a décidé de construire un sanctuaire, ben, les sanctuaires se placent là. Ils coûtent 1 sou et vous en placez autant que vous voulez. Ben, ici, voilà, il en a construit 3 sanctuaires. Il peut aussi construire une statue. Hein. Donc, une statue, c'est ici. Et la statue, alors là, il a le choix entre construire la statue au centre du village, ou sur un des 6 endroits autour du centre de la ville. Donc, comment je vais enlever celui-là parce qu'il se défait. Donc l'avantage d'être au centre de la ville, c'est que ça vous donne plus de points d'influence, mais j'y reviens juste après. Les avantages des 2 cases ici, chaque ville a 2 cases spéciales qui vous donnent un petit bonus. Donc ici, par exemple, vous gagnez 2 sous et 1 point de victoire, et là, vous gagnez encore un petit truc avec les sanctuaires que je vais expliquer juste après. C'est remettre des sanctuaires dans votre réserve, en fait. Donc, mais... attention, tout ça a un coût. Et ça, pour ça aussi, le jeu est bien fait parce que, comme dans la majorité des jeux modernes, les actions sont représentées par des icônes pour montrer leur coût. Donc vous voyez que construire une statue dans la ville où se trouve le Maharaja, donc où il va y avoir le décompte en fin de tour, vous coûte 12 sous. Construire une statue n'importe dans quelle autre ville coûte 10 sous, et construire un sanctuaire coûte toujours 1 sou. Donc ici, ben dans l'occurrence, dans l'exemple que je vous montrais, si le jaune a été malin, puisque le jaune déjà avant avait construit sa statue, si moi j'arrive ici et que je veux construire une autre statue, si je veux en construire une ici par exemple, ben, je devrais payer 12 sous. Tandis que si je l'avais construit à l'avance, ben, ça m'aurait coûté que 10 sous.
Et la gestion de l'argent est tendue. Hein. Si vous avez 11 sous, vous n'allez pas construire de statut. Hein. Donc, il vaut mieux, enfin, sauf si vous avez une réduction, mais sinon, il vaut mieux bien prévoir ses sous et c'est tendu, la gestion de l'argent. Donc voilà. Donc, vous devez être présent dans la ville pour construire une statue ou des sanctuaires le long de la ville. Alors, c'est quoi les autres actions possibles? Donc, il y en a des très classiques qui se voient rien qu'au logo. Donc là, vous payez 3 sous pour avoir 2 points de victoire. Là, vous recevez 3 sous. C'est celle-là, je vous ai expliqué. Donc, une statue avec 2 sous de réduction. Ici, une statue et un sanctuaire, 2 sanctuaires, un sanctuaire, donc, comme je viens d'expliquer, dans la ville et un autre en dehors de la ville, éventuellement. Ici, un sanctuaire avec un sou qui coûte moins cher. Et alors, il y a encore 3 actions que je dois vous expliquer. C'est celle-là. Celle-là, c'est remettre des sanctuaires dans votre stock. Donc, si vous vous souvenez, ici, vous avez un stock personnel. Quand vous construisez votre sanctuaire, vous devez les prendre dans votre stock personnel et remettre des sanctuaires dans votre stock, c'est augmenter votre stock personnel. Et là aussi, c'est une gestion qui est assez tendue, donc il faut bien prévoir le coût. Donc, voilà pour avant-dernière action, donc l'action ici, hein, de mettre des sanctuaires dans votre stock. Alors les 2 dernières, celle-ci, c'est changer l'ordre de visite du Maharaja. Donc ça va apporter un petit chaos. Hein, ce sont les 2 dernières actions qui vont apporter un petit chaos ou un petit élément d'incertitude dans le jeu. Chaos, c'est un grand mot. Mais donc, faire cette action, c'est prendre une ville, celle-ci par exemple, et la mettre là. Et donc, au tour d'après, au lieu d'être orange qui va visiter, il va visiter rose. Donc ça permet de prendre les autres joueurs de vitesse. Les joueurs qui avaient anticipé orange, ben non, ça sera rose avant. Et peut-être que moi, en ayant mis simplement un petit truc dans rose, je vais pouvoir remporter la victoire, bien qu'il y ait encore un tour après. Hein. Donc, les joueurs peuvent se rattraper en allant vite chez rose au tour d'après. Hein. Donc, mais il y a peut-être moyen. Bon, c'est une action qu'on fait pas souvent parce que de toute façon, le Maharaja passera dans toutes les villes. Donc, mais voilà, ça permet de changer l'ordre. Voilà. Alors la dernière action, qui elle va apporter un petit peu plus de chaos quand même, c'est l'action de changer de personnage. Alors c'est pire, c'est changer de personnage, mais je peux même aller prendre un personnage chez un adversaire. Et ça peut être très intéressant et un petit peu foutre en l'air la planification de vos comparses, hein, parce que donc changer un personnage, je vais vous montrer ça ici, comme ça, voilà, donc j'ai ce personnage-ci, eh bien, changer un personnage, c'est-à-dire que je vais remettre mon personnage dans le stock commun, et je vais en prendre un autre qui peut être soit dans le stock commun, soit chez un adversaire. Donc, imaginons que je prenne celui-ci chez un adversaire. Ben, l'adversaire, en compensation, va pouvoir quand même choisir un des personnages restants. Mais si lui, il avait planifié ses actions en fonction de son personnage, ben, sa planification va être mise à mal, parce qu'il va tout à coup avoir un autre personnage dont le bénéfice ne va peut-être pas l'intéresser. Voilà. Donc, changer un personnage, ça peut faire mal chez les autres joueurs. Par contre, chez vous, c'est pas mal du tout. Parce que changer un personnage vous permet de, bénéficier du bénéfice de votre personnage actuel, puis vous le mettez, vous prenez le suivant et vous pouvez bénéficier du bénéfice du personnage suivant. Donc ça vous donne 2 bénéfices au lieu d'un. Donc l'air de rien, c'est une action quand même qui a son intérêt parce que vous avez 2 bénéfices de personnages et en plus vous allez le chercher chez un adversaire et ça peut l'ennuyer par rapport à sa planification. Même l'ennuyer très fortement.
Voilà, comme ça vous avez toutes les actions ont été expliquées, et puis il n'y a plus qu'à vous expliquer la fin du tour et la fin du jeu, et c'est fini. Là, à la fin d'un tour, on va regarder donc où se trouve le Maharaja. Je vous rappelle qu'il n'a pas bougé de tout le tour, et on va calculer les points d'influence de chaque joueur. Alors les points d'influence, c'est assez bien fait, c'est expliqué ici. C'est la phase de fin du tour. C'est chaque statue qui est, enfin la seule statue qui est mise au centre de la ville vous rapporte 3 points d'influence. Une statue qui se trouve sur le pourtour de la ville rapporte 2 points d'influence. Chaque sanctuaire rapporte 1 point d'influence et le prêtre du joueur rapporte 1 point d'influence. Donc si je reviens ici, eh bien, ma statue qui est la jaune, elle rapporte 3 points d'influence. Les 3 sanctuaires rapportent 1 point chacun, donc c'est 3 points d'influence. Et le prêtre vert rapporte 1 point d'influence. Donc vert a 4 points d'influence, jaune 3 points. Donc vert est premier. C'est lui qui remporte le concours de majorité. En cas d'égalité, c'est l'ordre du tour. Donc les numéros sur les cartes, sur les tuiles personnages qui jouent. Celui qui a le plus petit remporte l'égalité. Et à ce moment-là, on regarde ce qui gagne. Et donc, le premier, dans une partie à 4 joueurs, le premier gagne 12 sous, le deuxième 10, 8 et 6. En 3 joueurs, c'est 12, 9 et 6, et à 2, c'est 12 et 6. En plus, bon, si un joueur, attention, si un joueur n'a aucun point d'influence, il gagne 3 sous, c'est tout. Et en plus, il ne gagne pas le bénéfice de la tuile jaune, parce que vous voyez ici des tuiles jaunes. Là, vous voyez deux barrés. Ça veut dire qu'à 2 joueurs, le premier joueur prend 12 sous et une des 3 premières tuiles, et le deuxième 6 sous et une des 2 tuiles qui lui restent là. À 3 joueurs, ils ont le choix sur les 4 tuiles, et à 4 joueurs sur les 5 tuiles. Alors, c'est quoi ces tuiles? Eh bien, c'est assez simple, ça se voit ici. Vous construisez un sanctuaire sans payer de pièces et sans devoir avoir votre prêtre à l'endroit, au bon endroit. Ici, vous recevez une pièce et 1 point de victoire. Vous recevez 3 pièces, 2 points de victoire. Là, vous pouvez gagner 3 sanctuaires dans votre stock. Là, c'est ce petit personnage qui vient vous aider, en fait, qui se place sur une tuile personnage, et pour la fin de ce tour-ci ou le tour d'après, vous pouvez bénéficier de ce personnage-là. À la fin du tour d'après, le jeton revient de toute façon, donc il va falloir l'utiliser quand même en un temps limité. Là, chaque autre joueur doit se défausser de 2 pièces, et là, vous pouvez jusqu'à payer 3 pièces pour gagner 3 points de victoire. Donc, des petits bonus sympas en fonction, mais quand même un gros avantage d'être dans les premiers pour gagner un maximum de pièces. Et avec les pièces, évidemment, il y a une sorte de roulement, parce que au plus vous allez gagner de pièces, plus vous allez pouvoir construire des statues ou des sanctuaires qui vont rapporter pas mal de points d'influence, plus vous allez pouvoir gagner de l'influence, et donc regagner une autre fois des majorités. Donc il y a un petit côté win-to-win, mais qui peut être contré, hein, surtout à plusieurs. À 2 joueurs, c'est plus difficile, mais à plusieurs, on peut prendre les majorités à la place des autres joueurs. Et viser quel joueur on attaque, entre guillemets. Voilà, ça c'est pour la fin du tour. Et on fait ça comme ça, 7 fois, ou jusqu'à qu'un joueur a construit cette statue. Et puis c'est la fin du jeu. Et la fin du jeu est très bien résumée ici. La fin du jeu est ici. Donc à la fin du jeu, on va calculer les points de victoire qu'on a gagnés, en plus des points de victoire qu'on a gagnés en cours de jeu. C'est 3 points de victoire par statue qu'on aura construite. On calcule les majorités autour de chaque ville, et le premier dans chaque majorité gagne 2 points de victoire, et le second, c'est pas marqué, mais le second gagne 1 point de victoire. Et pour chaque 5 pièces qu'on a, on gagne 1 point de victoire. À noter que le jeu propose aussi des variantes, il est assez varié. Donc d'abord, les tuiles points de victoire à la fin du jeu, il y en a, vous voyez, 6 supplémentaires. Donc vous pouvez gagner des points de victoire de manière légèrement différente. En général, il y a quand même statut, premier et pièce, mais il y a des possibilités différentes de gagner ou de perdre des points de victoire. Donc pas mal, hein, ça varie un peu vos
partie, tout comme les personnages. Hein. En plus, il y a aussi des petites tuiles comme ça qu'on peut placer ici pour donner un peu de variabilité au jeu, et également lors des calculs d'influence ici, vous pouvez avoir des tuiles comme ça que vous mettez à la place pour changer la façon de calculer les points d'influence et donc de changer un petit peu votre stratégie et votre tactique. Voilà. Donc un jeu tout à fait sympathique, un jeu de majorité et de choix simultanés. Donc il faut aimer les jeux de majorité, hein. C'est plus un peu old-fashioned, je dirais, mais ça marche toujours impeccablement. Il n'y a quasi pas de hasard. Évidemment, il y a un petit peu d'incertitude. Je ne vais pas appeler chaos parce que je trouve que c'est un gros mot, mais d'incertitude par rapport aux choix simultanés et cachés et à ce changement de personnage qui peut quand même avoir des impacts. Mais le jeu, il tourne évidemment peut-être un petit peu mieux à 3 ou 4 parce que les combats de majorité à 2 joueurs sont moins passionnants. Mais fonctionne très bien. Hein. On a fait ici une partie à 2 joueurs. Elle fonctionne impeccablement. Elle tourne bien. Bon, c'était pas évident pour le deuxième joueur de rattraper le premier joueur, mais en l'occurrence, les scores étaient quand même fort serrés à la fin. Donc, on va pas tirer de conclusion hâtive. Pas mal de variabilité dans la mise en place, dans les personnages. Hein. Donc, il y a quand même 20 personnes. On joue avec 7 personnages, mais il y en a 20 différents. Donc, il y a de quoi varier vos parties. Même si au cours de la partie, on fait un petit peu la même chose, on va se déplacer, construire des petites statues, des petits sanctuaires, mais ça reste un jeu assez simple, finalement, pour un jeu de majorité plus ou moins long, ça reste assez simple, c'est pas un jeu vraiment pour joueurs velus, ça peut très bien se jouer avec des joueurs intermédiaires facilement, hein, des joueurs occasionnels, je dirais même familial, hein, une fois que vous connaissez les symboles, il n'y a pas de texte, donc un jeu très agréable, voilà. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et santé, bien évidemment. Hein, vous l'avez vu, mon beau vert. Santé et amusez-vous bien.